La France entre donc en guerre le 3 septembre 1939 à 17 h contre l'Allemagne nazie. En mai et juin 1940, cette déclaration de guerre se solde par une défaite sans équivalent dans notre histoire. C'est certainement cette ambiance de catastrophe très impressionnante qui explique pourquoi les Français ont perdu la raison. Ils ont perdu la raison en juin 1940, au point de faire revenir au pouvoir un vieillard de 84 ans qui promet d'atténuer leur malheur avec des formules comme « je fais le don de ma personne à la France » et qui met en fait en place une dictature dont le premier acte politique est de supprimer la République. Supprimer la République, c'est supprimer notamment les libertés qui constituent une bonne partie de notre héritage commun, c'est supprimer un certain nombre d'institutions, par exemple la Chambre des députés est ajournée, comme on dit, les partis politiques sont interdits de fonctionnement, les confédérations syndicales sont interdites, les journaux sont censurés. Et cette dictature de l'État français installée par Philippe Pétain se choisit des adversaires. Alors, les ennemis qui vont être choisis par le régime de l'État français dans ce cadre sont assez logiques. Ça va être la gauche, en particulier le Parti communiste, les francs-maçons, les syndicats, effectivement, et puis les étrangers. C'est un régime xénophobe. Les juifs, c'est un régime raciste. Très vite, on va décider, dans les sphères dirigeantes, c'est-à-dire le gouvernement de Philippe Pétain, d'exclure les juifs de la vie sociale, politique et économique de la France. C'est donc un régime d'exclusion qui ressemble à l'apartheid en Afrique du Sud. Et le régime de Pétain n'a pas d'ambition assassine, il ne veut pas assassiner les juifs. Mais il faut les retirer autant que possible de tous les endroits où ils pourraient avoir de l'influence ou de l'importance. D'ailleurs, le régime s'est trouvé devant une difficulté. Qui est juif? Alors les Français antisémites du régime de Vichy vont chercher une définition du juif. L'article 1 du 3 octobre 40 est regardé comme juif toute personne issue de 3 grands-parents de race juive. La race juive, c'est une invention absurde sur le plan scientifique, ça n'existe pas. Et par conséquent, le régime de Vichy se trouve devant à la fois une persécution qu'il veut mener et une difficulté à définir les persécutés. Alors, pour résoudre le problème, il décide de les recenser. Les chefs de famille doivent se rendre dans les mairies et doivent se déclarer juifs. La plupart vont le faire et à partir de là, on va faire des fichiers qui serviront ensuite à les arrêter. Il faut savoir également que les préfets, les sous-préfets sont très vigilants et on a des documents montrant qu'on a oublié d'inscrire telle ou telle personne et on la rajoute sur le fichier. L'accès à l'exercice des fonctions publiques et mandats énumérés ci-après sont interdits aux juifs. On leur interdit d'être ambassadeur de France, on leur interdit d'être producteur de cinéma. Et pour un certain nombre d'autres métiers, on met des limites numériques. C'est-à-dire on dit il peut y avoir que tant de juifs dans ce métier-là. Bon. Il y aura un deuxième statut des juifs qui aggrave les choses en juin 1941. Et puis toute une série de lois sont prises pour donc les retirer, alors retirer de même des endroits publics. Il faut dire que cette persécution des Juifs par le régime de Vichy va être aggravée par la persécution nazie aussi. Mais c'est d'abord une persécution d'origine française. Et ajoutons à ça le fait que Vichy a voté des lois, alors sur demande des Allemands, mais Vichy tenait à ce que ce soit ses propres lois, qui les a spoliés de tout ce dont ils possédaient. Ça s'appelle l'arianisation, c'est un mot affreux, puisque les Allemands estimaient que la race aryenne était la race supérieure. Donc toute personne juive qui possède une entreprise s'est vue dépossédée de son entreprise. Ça a été fait en 1941. En 1942, les Allemands les obligent à porter l'étoile jaune à partir de 6 ans, et Vichy en rajoute en leur demandant de présenter leur carte d'identité qui devient obligatoire, et on met dessus la mention juif.
à un moment donné, un général allemand suggère au gouvernement français d'interner des juifs. Et le gouvernement français va décider d'interner des juifs. L'internement dans le Loiret s'explique pour les raisons suivantes. Pourquoi est-ce qu'on a choisi Pithiviers, Beaune-la-Rolande, par exemple? D'abord parce que ce sont des régions agricoles riches. D'autre part, ces villes sont proches de Paris et elles sont équipées de lignes de chemin de fer. Troisième chose, le Loiret est un département calme. Il faut ajouter qu'il y a déjà des camps qui existent. Les camps ont été construits en 1938 et 39 dans l'idée qu'on pourrait y accueillir, pour la guerre qu'on voit arriver, des réfugiés de la région parisienne. Et donc on disait on va évacuer notamment les enfants de la région parisienne si on se retrouve en guerre, et on les mettra dans des camps. Alors c'était pas du tout des camps d'internement, de concentration, des choses comme ça. C'était plutôt le genre colonie, vous voyez, où ils seront à l'abri des bombardements aériens. Puis finalement, bon, il n'y a pas de réfugiés de la région parisienne qui viennent. Il y aura les premiers occupants vont être des prisonniers de guerre français faits par les Allemands en 1940. Mais ces camps existent. Ils sont entourés par des fils de fer barbelés. Il y a des miradors, c'est-à-dire des espèces de tours de guet au sommet desquels il y a des hommes armés avec des mitraillettes ou même des mitrailleuses qui peuvent surveiller. Donc l'équipement existe. La première vague d'internement date du 14 mai 1941. Ce jour-là, c'est entièrement les Français qui montent l'affaire. Les Allemands ont donné l'impulsion de départ et ensuite c'est les Français qui le font. Les policiers français parisiens, les commissaires de police, convoquent, grâce aux fiches du recensement, 5000 juifs. Il n'y aura que 60% à peu près qui vont venir. Il va être 3400 à peu près à répondre. Il y en a déjà 1600 qui se sont méfiés et qui ne sont pas venus. Ils ont eu raison. On ne les convoque pas pour les interner, parce qu'ils ne viendraient pas. On les convoque pour examen de leur situation. On leur dit qu'ils doivent venir accompagnés d'une personne. Et quand ils arrivent, la personne qui est visée est retenue dans les locaux du commissariat, et l'accompagnateur, on le renvoie au domicile de celui qui est retenu, chercher une valise de vêtements et d'objets de toilette. Et celui qui est retenu, il est pris, il va être interné. L'accompagnateur, il rapporte la valise, puis on le laisse tranquille. Voilà le fonctionnement. Comme la convocation a été écrite sur un petit billet vert, c'était célèbre sous le nom de rafle du billet vert. Et on retient donc 3400 personnes qui sont emmenées en train ensuite, ici dans le Loiret. Ce sont des policiers français, c'est la SNCF qui les emmène, et c'est sous la direction du ministère de l'Intérieur français. Il y a quelques Allemands qui viennent voir ce qui se passe. On les voit sur des photos, ils sont joyeux, détendus, ils plaisantent avec leurs collègues français. C'est les Français qui font le travail. Alors dans les camps d'internement commence une période entre mai 41 et juillet 42, jusqu'à juillet 42. Un internement qui est long et sur lequel il n'y a que des hommes, des adultes, il n'y a pas d'enfants, presque tous étrangers. Donc on commence par persécuter les juifs étrangers. On a fait une loi spéciale pour eux qui permet de les interner, c'est-à-dire de les enfermer, sans qu'on ait quoi que ce soit à leur reprocher. Rien. On n'a pas besoin d'avoir à leur reprocher un délit pour les arrêter. La vie pour eux dans les camps est curieuse, parce que pendant cette première période de la persécution, ils ne savent pas qu'ils vont être déportés. Ce qui fait qu'un grand nombre d'entre eux ne vont pas s'évader, alors qu'au début c'était sans doute possible de s'évader. Pour beaucoup de ces juifs, et en particulier pour les étrangers, mais c'est vrai pour les juifs français aussi, il était inimaginable que la France les livre aux Allemands. Parce qu'on savait bien que les Allemands persécutaient les juifs. Il y avait déjà eu quelques scandales comme la nuit de cristal, une nuit de 1938, où il y avait eu des assassinats, ce qu'on appelle un pogrom dans la tradition européenne. Bon. Mais ça, c'était les Allemands. On ne pouvait pas le faire en France. Ce n'est pas envisageable que la France les livre. Et donc, beaucoup de gens internés restent internés parce qu'ils veulent obéir à la loi. Parce que comme on est en France, on est reconnaissant aux Français d'avoir donné l'égalité aux Juifs sous la Révolution et l'Empire. On est reconnaissant à la France de ne pas être antisémite puisqu'il y a eu l'affaire Dreyfus. Ah, bien sûr, il y a le maréchal Pétain et les lois antisémites, mais ça ne peut pas aller très loin. Voilà l'idée. Surtout si on ne fait rien d'irrégulier, si on est réglo. Alors, dans les camps, ce qui se passe, c'est que
ces hommes adultes enfermés, d'abord, se retrouvent brusquement très appauvris, plus de travail, plus de salaire, plus de revenus. Les familles qui sont restées à l'extérieur sont dans une situation catastrophique, très vite. D'autre part, les hommes enfermés vont chercher à s'organiser pour faire quelque chose de leur journée. Alors, on va voir se développer des activités culturelles, c'est-à-dire qu'ils vont organiser des cours de français, des cours d'allemand, des cours d'anglais, des cours de yiddish, le patois allemand que parlent les juifs d'Europe orientale. On va voir des cours professionnels, on va apprendre aux petits jeunes qui ne savent pas encore comment on taille un costume. On va chercher à faire du théâtre, à faire des conférences. Ceux qui peuvent vont chercher à travailler. Parce que le problème, c'est que les familles se retrouvent sans rien. Alors, être sans rien au camp, sans argent, ça veut dire très mal manger, avoir froid, ne pas pouvoir se soigner facilement, être dans un très grand inconfort. Mais pour les familles à l'extérieur, c'est bien plus grave. Parce que même s'ils ne mangent mal, ils sont nourris, les internés. Les familles à l'extérieur sont dans une situation de détresse financière. Et donc, un certain nombre d'internés vont souhaiter travailler. Alors sur place, il y a quelques usines. On va pouvoir les faire travailler dans les usines d'agroalimentaire qu'il y a dans le coin, ou dans des chantiers forestiers, ou des choses comme ça. Ce système où les Juifs peuvent essayer de travailler va très vite s'arrêter parce que les Allemands vont trouver que c'est trop favorable pour eux. Notamment, on peut s'évader quand on est au travail plus facilement. De même, au début, dans cette première période des camps, les fonctionnaires français n'interrompent pas brutalement tous les liens avec les familles. Par exemple, les femmes et les enfants sont autorisés à venir visiter les internés. Là aussi, les Allemands vont interdire les visites. Je vous ai dit 2 fois, les Allemands interdisent alors que ce sont des camps français. Eh bien voilà ce qui se passe. C'est que quand les Allemands s'aperçoivent que cet internement n'est pas un internement de type pénitentiaire, où on brime, où on impose une discipline de fer, ils vont intervenir. Et ils vont interdire les visites, ils vont interdire le travail à l'extérieur. Et les Français, qui en principe étaient maîtres des camps, vont accepter que les Allemands le fassent. C'est là qu'on voit l'aberration qu'est le régime de Vichy, qui affirme qu'il est un régime français qui défend les intérêts de la France. Mais quand les Allemands lui donnent des ordres sur ce qui se passe dans un camp qui est spécifiquement français, il les applique aussitôt. Cette période se termine au printemps, mais surtout à l'été 1942, parce que les Allemands ont décidé, en janvier 1942, la construction des usines à tuer, les chambres à gaz. Elles sont opérationnelles en juin. Ça va très vite. Et puisqu'elles sont opérationnelles, eh bien on les met en service. C'est-à-dire qu'il faut faire venir des convois entiers de Juifs de toute l'Europe pour les gazer, des convois ferroviaires. À ce moment-là, la première série des internés est mise dans des convois, dans des trains de la SNCF, escortés par des gendarmes français, et ils partent, ces trains, pour l'Allemagne. À la frontière franco-allemande, les gendarmes descendent et sont remplacés par des SS. Ces trains continuent sur Auschwitz. Les premiers internés ne sont pas tous gazés parce qu'ils vont être embauchés dans le travail d'extermination. Mais ils vont pratiquement tous mourir d'épuisement, ou gazés aussi, mais d'épuisement, de maltraitance différentes. Et les convois qui suivent vont être gazés massivement. Puisque les camps sont vides, c'est l'occasion de passer à la deuxième phase de la persécution des Juifs. En juillet 1942, il y a à Paris une grande rafle, le 16 et 17 juillet 1942. Cette rafle s'appelle la rafle du Veldiv, parce qu'on a, pendant un temps, enfermé des milliers de Juifs arrêtés sur Paris et la région parisienne dans un vélodrome, c'est-à-dire une piste couverte sur laquelle il y avait des compétitions de vélo. Cette rafle du Veldiv, elle, se passe dans une ambiance complètement différente. Il va y avoir plusieurs milliers de Juifs qui sont au Veldiv, qui vont être emmenés à Pithiviers et Beaune-la-Rolande, et là, on va les garder pendant quelques semaines. Pour ceux qui partiront le plus vite, ce sera quelques jours.
Ici, maintenant, c'est très rapide. Le but, c'est on arrête des gens, on les interne, on les donne aux Allemands, on les déporte. Et le gouvernement français se désintéresse de ce qu'ils deviennent. En principe, il n'y a que des étrangers. En fait, il y a aussi beaucoup de Français. Nouveauté, les Juifs qu'on rafle à ce moment-là sont des familles entières. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement des hommes adultes, il y a des vieux, il y a des femmes et il y a des enfants. Quand on avait interné les Juifs adultes, les gens du Loiret étaient perplexes. Il n'y avait pas eu de révolte particulière. Si le maréchal Pétain les enfermait, c'est qu'il y avait sans doute quelque chose à leur reprocher. Nous savons qu'il n'y avait rien à leur reprocher. Ils sont juifs, c'est tout. Bon. Mais à l'époque, il n'y a pas de réaction. Mais quand on arrête des gamins tout petits, des mères de famille qui, de toute évidence, n'ont rien fait de répréhensible, la population est très marquée quand même. Là, il va y avoir un tournant de l'opinion publique. Il se passe dans les deux camps de Pithiviers et de Beaune des scènes qui sont directement comparables à ce qui se passe dans les camps d'extermination. C'est nouveau, ça. Pour vous donner un exemple simple, on va arracher les enfants aux mères dans les camps. Parce qu'il y a quantité de tout petits enfants. Il y a des bébés, il y a des nourrissons encore. On les arrache. Pourquoi? Parce que les ordres allemands étaient de déporter les adultes. Les jeunes aussi. Les jeunes et les adultes, pas les enfants. Pas en dessous de 15 ans. Et donc, on arrache. Alors quand c'est des enfants de 10-12 ans, on peut leur faire peur en les poussant, simplement. Mais quand c'est des tout petits enfants, il faut les arracher aux mères. Et les mères les retiennent. Et les mères ne veulent pas être séparées de leurs enfants. C'est une scène qui est très révélatrice. Les mères ont peur pour leurs enfants. Se demandent ce qui va se passer. Et elles ont raison d'avoir peur, elles ne les reverront pas. Ce qu'elles n'imaginaient pas, c'est qu'elles allaient être assassinées d'abord. Elles partent. Elles sont déportées et gazées les premières. Et les enfants passent plusieurs semaines dans les camps du Loiret pendant que Pierre Laval, qui est au gouvernement, et Philippe Pétain discutent avec les Allemands. Que voulez-vous qu'on fasse de ces enfants? On a 4000 enfants. Vous croyez qu'on a la place dans les orphelinats pour 4000 enfants juifs? Nous n'aimons pas les juifs. Personne n'en veut. Prenez-les, s'il vous plaît. Et les Allemands vont rendre le grand service aux Français de les débarrasser de 4000 enfants juifs. Ils vont, après avoir été arrachés à leur mère, avoir été abandonnés pendant un mois et demi, pour certains d'entre eux, dans les camps, dans une détresse psychologique et matérielle totale, parce qu'on n'avait rien prévu pour des enfants. Ils vont ensuite partir, être déportés, et pour autant qu'on sache, il n'y en a aucun qui survivra. Aucun. Comment tout cela s'est terminé? Alors, à partir du tournant de l'opinion publique que je vous ai évoqué, ce qui se passe, c'est que les Allemands décident de ne plus faire de grandes rafles en zone nord. Il y en aura encore une en zone sud. Mais en zone nord, ils vont maintenant essayer d'arrêter les Juifs de façon discrète. Parce qu'ils ont peur de la réaction de l'opinion publique. Effectivement, on commence à cacher des Juifs un peu partout. Et par exemple, l'Église catholique, qui avait beaucoup soutenu Philippe Pétain au départ, beaucoup. Maintenant, l'Église catholique condamne ce qui est en train de se passer. Et il n'y a pas que l'Église catholique. Les protestants s'y sont mis, et quantité d'autres gens qui trouvent inadmissible qu'on persécute des gens, pour simplifier. Alors, on va procéder discrètement, si bien que dans les camps du Loiret, les choses changent. Ici, à Pithiviers, le camp va être consacré maintenant à enfermer des communistes, et qu'on maintient en prison alors qu'on n'a pas de raison. C'est-à-dire que ce n'est pas exactement une prison. Ils ne sont pas condamnés par la justice, ils ne sont pas en prison, ils sont internés. Interné, ça veut dire que le préfet décide qu'on vous garde enfermé, et les préfets justifient l'enfermement en disant « il n'a pas renoncé à ses idées ». Donc c'est au nom des idées qu'on maintient enfermés des gens, ce qui est évidemment une atteinte aux libertés fondamentales telles que nous les connaissons. Ce camp est dur, à Pithiviers. Mais c'est vrai que les internés communistes vont connaître quelques drames, notamment il y en a un certain nombre qui sont livrés aux Allemands aussi. Quand les Allemands demandent, on leur livre. À ce moment-là, ces gens qui sont livrés peuvent être déportés, torturés, assassinés de différentes façons. Dans le camp de Beaune-la-Rolande, on va enfermer des Juifs également, mais des Juifs qui sont en attente de déportation, qui en principe ne devraient pas être déportés et qui sont en attente. De toute façon, tous vont être déportés, par principe, en juillet 1943.
À partir de juillet 1943, il n'y a plus de juifs dans les camps du Loiret. Le principal camp de déportation à ce moment-là, c'est déjà le camp de Drancy dans la banlieue parisienne. C'est lui qui est devenu la base de départ principale. Si on fait un bilan, on peut penser qu'il y a eu 18 000 personnes qui sont passées par les camps d'internement du Loiret, qui ont été déportées dans la très grande majorité. Et comme vous le savez, parmi les déportés, il y en a 95% qui sont tués. Alors ici, le souvenir, comme je vous le disais, a été pendant longtemps masqué, mais il a commencé depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années maintenant, à ressortir, notamment parce que les acteurs qui étaient jeunes à ce moment-là, quand ils sont devenus vieux, se sont mis à parler. Même pour les survivants. Et ces survivants, pendant longtemps, ont très peu parlé de ce qui leur est arrivé, puis s'en sont mis à parler quand ils sont devenus plus âgés, notamment à leurs petits-enfants. C'était beaucoup plus facile de parler aux petits-enfants qu'aux enfants.